Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, en l'ignorant encore, l'humanité n'en a pas encore pris conscience, nous construisons donc sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants, une sorte de paradis, c'est-à-dire voilà, un endroit où l'humanité aura atteint son ultime perfection, une paix universelle par exemple. Bon voilà, on peut imaginer tout ce que peut induire notre humanité qui aurait atteint son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, la fin de l'activité créatrice, puisque tout serait achevé en fait. Et donc, il resterait à se rencontrer, jubiler, s'aimer, voilà, être dans la joie, voilà, un monde de joie. Et un monde qui n'a plus une humanité qui n'aurait plus aucun impact négatif sur les autres espèces ni sur elle-même. Voilà, c'est un peu les grandes lignes qu'on peut imaginer, que n'importe qui peut imaginer d'une humanité qui aurait atteint cet état de perfection. Donc le paradis, c'est pas d'où nous venons, ou nous venons d'une forme de paradis lorsque nous étions des primates naturels, mais c'est plutôt où nous allons, le paradis. Alors, on est venu d'un monde naturel qui avait la possibilité de vivre en harmonie avec la nature, qui vivait en harmonie avec la nature, qui était, on va dire, apte à vivre l'immédiat, mais qui ne pouvait pas accéder à un système paradisiaque parce qu'il lui manquait certaines choses et qu'il a, ce monde naturel, des sortes de handicaps. La non-maîtrise du comportement fait que dans une troupe de chimpanzés, il y a de l'agressivité, de la violence. Ils sont soumis aux caprices du climat, leurs questions existentielles qu'ils doivent ressentir, qu'ils ressentent véritablement face à la mort, etc. Eh bien, ils s'interrogent, voilà. Et tout ça, l'humanité devait le dépasser. Et c'est ça qui fait la progression de l'humanité. L'humanité progresse pour résoudre ces problèmes, résoudre le problème de la mort, et elle y parviendra grâce à l'extase, grâce à l'éveil, au nirvana, à cet état supérieur de conscience, et non pas en repoussant, bien sûr, c'est bien de repousser la mort physiquement, mais on ne peut pas la repousser indéfiniment, on ne peut pas devenir immortel. Pour devenir réellement immortel, eh bien, il faut éliminer l'emprise de la mort dans notre esprit, et c'est-à-dire ne plus avoir peur de cet état-là, et seul l'état de nirvana, l'état d'extase permet de s'affranchir de la mort. Les grandes spiritualités, la partie qui s'occupe de la transcendance et de l'expérimentation du divin dans toutes les spiritualités, qu'on retrouve dans le soufisme, dans le judaïsme, dans le christianisme, la béatitude, dans le judaïsme, la dévécoute, ou les hassidiques, le hassidisme, de l'autre côté, on retrouve du côté asiatique, on le retrouve dans le zen, on le retrouve dans le taoïsme, on le retrouve dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Donc, les expérimentateurs de l'extase savent de quoi je parle, là. Voilà. Et pour avoir fait cette expérience de façon accidentelle de l'extase,
j'ai pris conscience que l'extase affranchit l'homme de la mort, tout simplement parce qu'elle en enlève la peur. On ne peut plus imaginer la mort. Et donc, à partir de là, on continue d'être mortel, évidemment, mais la mort n'a plus d'impact dans l'esprit de l'homme. Voilà. Donc, je vais reprendre la réflexion à partir avec philosophie, une série qui était consacrée à quoi bon espérer, et l'épisode 4, croire en la croissance avec les pragmatistes, et essentiellement avec John Dewey. Donc je lance et puis je commente, voilà comment, c'est la 6e vidéo à ce sujet. Allons-y. Depuis quand vous vous êtes installé dans votre nouveau coin, là? On a quitté Boulder quand Beau avait 3 ans. Et ensuite, on a vécu dans notre ferme dans l'Oregon jusqu'à ses 8 ans. Donc, on a acheté le terrain dans la forêt il y a 10 ans. Comment tu fais pour l'argent? On n'achète que le nécessaire. Bon, écoute. Harper et moi, on est d'accord. Les enfants ont besoin d'un cadre, de stabilité. Il faudrait qu'ils suivent de vrais cours à l'école. Pour pouvoir avoir un... Mais nom de Dieu, tu vas les tuer, tu ne vois pas ça? Eh oh! Je suis désolée. Mais tes enfants n'ont plus de mère maintenant. Je crois que tu te rends même pas compte de ce que tu leur imposes. Je leur sauve la vie. Voilà ce que je fais. Ben, c'est ridicule, tu entends ce que tu dis? Parce que savoir réduire une fracture ou soigner une brûlure grave, c'est ridicule. Et savoir se repérer la nuit rien qu'avec les étoiles, c'est ridicule ça aussi. Savoir identifier les plantes comestibles, fabriquer des vêtements en peau de bête, survivre dans la forêt rien qu'avec un couteau, ça aussi tu trouves ridicule? J'hallucine. Ils ont l'endurance cardiovasculaire et musculaire d'athlètes de haut niveau. Et alors? C'est des enfants! Il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils connaissent notre monde! C'était un extrait du film de Matt Ross, Captain Fantastic. Alors, je veux Captain Fantastic. Voilà. Donc, Sorti en 2016. On entend Ben joué par Viggo Mortensen qui vit seul avec ses enfants. Leur mère est décédée dans la forêt. Il les éduque seul. Il leur fait vivre beaucoup d'expériences, réduire des fractures, chasser le cerf. Et on l'entend là chez sa sœur, Harper, jouée par Catherine Hahn, et son beau-frère qui demande à Ben de scolariser ses enfants. Le film raconte le retour à la civilisation, je le mets entre guillemets, de cette famille. Cette question de l'expérience, de l'éducation, de l'école, elle est centrale chez Dewey. Peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'éducation est si importante dans cette pensée chez ce penseur, Artaud Charpentier? Elle est importante pour lui parce que, comme je le disais au départ, l'éducation pour Dewey fait un avec le processus de l'expérience. Et c'est une éducation qui est continuée tout au long de l'existence de l'individu. Il y a cette phrase qu'on lui attribue souvent, l'éducation n'est pas la préparation à la vie, c'est la vie même. Et elle se perpétue dans toutes les circonstances de l'existence, l'usine, le travail, l'église, les syndicats, les associations, tout ça, pour Dewey, ce sont des occasions d'éducation, c'est-à-dire des occasions de non seulement développer nos capacités, mais de découvrir quelles elles sont en s'engageant dans un processus collectif d'expérimentation. Pour Dewey, c'est vraiment cela qu'il met au centre de sa théorie de l'éducation. On considère souvent, et c'est ce qu'il critiquait directement, que l'éducation viserait à donner à chaque individu un ensemble de compétences qui seraient les mêmes pour toutes et pour toutes, ou alors à leur inculquer un modèle pour les préparer à la vie future, pour les préparer à leur insertion efficace sur le marché du travail. Et pour Dewey, il y avait dans cette idée que l'éducation, c'est simplement soit un stock de connaissances à transmettre, soit un stock de compétences à faire acquérir qui serait prédéfini, et quelque chose d'extrêmement appauvrissant. Pour Dewey, l'éducation, ça doit être l'occasion de développer, d'imaginer, d'expérimenter avec ce dont nous sommes capables et ce que nous pouvons devenir. Alors je pense qu'il y a des sociétés qui le font plus que d'autres, et effectivement, par exemple, je pense qu'en Scandinavie ou dans certains pays, eh bien, l'intellect
n'accapare pas tout le principe de l'éducation. C'est peut-être le cas aussi dans certaines écoles alternatives, etc. Alors, eh bien, il y a du sens au fait que on pourrait dire que l'éducation est diverse dans l'humanité, même si elle tend à justement aller vers quelque chose de commun. Curieusement, ça vaudrait le coup de réfléchir à pourquoi le modèle occidental, c'est-à-dire la pensée, le travail intellectuel, est en train de se répandre sur tous les continents, de partout. L'école, ça devient quelque chose et un modèle bien précis, justement, d'apprendre des bases intellectuelles comme ça. Et alors, à mon sens, c'est peut-être une des façons de travailler la maîtrise du comportement, la maîtrise, le fait de bloquer un individu, un enfant assis sur un bureau, de l'obliger à rester comme ça, attentif, etc. C'est une façon d'apprendre à domestiquer, en somme, son mental, son comportement. Et donc, c'est ce qui se répand sur la planète en réalité. Donc, ça peut-être, c'est une des façons de travailler la maîtrise du comportement. Dans l'évolution vers cet état de perfection, il y a 3 grandes maîtrises, selon moi. Tout converge vers ces 3 activités: maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise progressive du questionnement. Voilà. Donc la recherche, par exemple, essaye de maîtriser le questionnement, la maîtrise de l'environnement, ben, c'est tout ce qu'on fait pour quand on agit à partir de notre environnement. Alors même si on a commis des erreurs pendant longtemps et que maintenant on commence à mettre un pied dans une évolution écologique, on commence à s'intéresser à l'écologie, mais voilà, c'est pas parce qu'on a commis des erreurs, l'humanité, elle évolue par tentative, erreur, rectification. C'est parce qu'on n'a pas de plan défini. Pour l'instant, on n'a pas un plan et on ne sait pas ce qu'on construit. Alors, tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on construit, on construit de façon intuitive, inconsciente, en faisant des erreurs. Et là, on commence à rentrer dans l'ère de l'écologie, c'est-à-dire d'avoir de moins en moins d'impact sur la planète, sur l'environnement, sur la nature, etc., de trouver les moyens Et on arrivera, à mon sens, à 100% écologique, c'est-à-dire ne plus avoir aucun impact négatif et pouvoir vivre en harmonie avec la nature tout en étant protégé des problèmes que nos cousins primates ne savent pas encore résoudre dans leur... Voilà, quand il y a une tornade ou je sais pas moi, n'importe, ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis, etc. Alors, je vous propose que nous écoutions un texte de Dewey, justement, sur l'éducation comme facteur de croissance. Et Julie Arnaud, je vous redonnerai la parole ensuite pour que l'on voit comment tout ça peut se jouer à l'école, puisque c'est aussi l'un des enjeux. La tendance à considérer l'immaturité comme un simple manque et la croissance comme quelque chose qui remplit le vide existant entre l'immaturité et l'état de maturité est due au fait que l'on considère l'enfance comparativement et non intrinsèquement. Nous la traitons simplement comme un état de privation parce que nous la comparons au modèle fixe de l'adulte. Ce qui attire l'attention sur ce que l'enfant n'a pas et n'aura pas avant de devenir un homme. Ce point de vue comparatif se justifie assez bien dans certains cas. Mais si nous le considérons comme ultime, la question se pose de savoir si nous n'agissons pas avec une outrecuidance coupable. Les enfants, s'ils pouvaient s'exprimer clairement et sincèrement, nous présenteraient la situation tout autrement.
Mais c'est pas une outrecuidance, c'est un manque de visibilité de la complexité, de comprendre que l'enfant, il est parfait dans son état d'enfant, tout en étant perfectible. Voilà, et que on doit voir cette perfection qui le correspond, tout en regardant, tout en prenant conscience que il est en devenir de quelque chose, mais il est parfait dans son état d'enfant, comme l'humanité est parfaite aujourd'hui, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est, elle ne peut pas être plus en avant que ce qu'elle est, mais elle est perfectible, puisque dans 100 ans, elle sera différente, elle aura atteint un autre niveau d'évolution, etc. D'ailleurs, il ne manque pas de témoignages autorisés pour affirmer que, pour atteindre certaines fins morales et intellectuelles, il serait bon que les adultes deviennent comme les jeunes enfants. Les dangers de l'hypothèse attribuant un caractère négatif aux possibilités de l'immaturité apparaissent quand nous réfléchissons au fait qu'il érige une fin statique en idéal et règle. Le but ultime de la croissance devient la croissance accomplie, c'est-à-dire un état où l'on ne croit plus. La futilité de cette supposition apparaît dans le fait que tout adulte répugne à penser qu'il n'a plus de possibilités de croissance. Quand il constate qu'elles lui sont effectivement fermées, il ressent cet état comme une perte évidente et ne considère pas ses réalisations comme une manifestation suffisante de ses capacités. Et là, c'est pareil pour l'adulte. Oui, il est parfait en tant qu'adulte. Il peut imaginer qu'il a atteint l'acmé, le sommet de son... Mais en fait, c'est faux. Le sommet, c'est quand il atteint la sagesse, c'est quand il a réalisé sa vie, qu'il a transmis son savoir, qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir durant son existence, et qu'il atteint l'état de contemplation, de sagesse. Voilà. Et il s'est réalisé, et à chaque étape de son existence, il était parfait, tout en étant perfectible pour atteindre cet état qui est un état de non-compétition, de contemplation, de la sagesse. Et c'est le parcours de l'humanité en somme. L'humanité va vers cet état de sagesse. Pourquoi se servir d'une mesure différente pour l'enfant et pour l'homme ? C'est Jules Barbier qui nous lisait ce texte, L'éducation comme facteur de croissance, extrait de Démocratie et éducation, un texte de John Dewey de 1916. Julie Arnaud, vous venez de me dire que vous étiez très contente qu'on écoute ce texte. Pourquoi ? Parce qu'il m'amuse beaucoup, à vrai dire. Parce que si on le lit comme ça rapidement, et c'est pas faux, on semble voir que pour Dewey, pour espérer, il faudrait être immature, en réalité. Que c'est dans l'immaturité que réside l'espoir. Et en fait, c'est pas faux. Et je trouve ce texte très beau, parce que en réalité, il nous permet de voir comment on peut thématiser la notion d'espoir dans la philosophie de John Dewey à partir du terme de croissance. Pourquoi ? Parce que l'immaturité, qu'est-ce que c'est ? Être immature, c'est quand on n'est pas encore arrivé au terme ultime de son développement. Donc, on n'est pas encore dans le plein épanouissement. Bon. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, au sens propre, c'est l'enfant qui est mature, c'est-à-dire qu'il n'est pas ajusté encore à l'expérience, donc il s'en réfère à ses parents pour prendre une décision, quand il a un souci, etc. Bon. Et on entend peut-être davantage ce terme, pour l'adulte qui serait immature, c'est-à-dire que là aussi, il n'est pas ajusté à l'expérience, il n'est pas ajusté à ses conditions d'expérience, mais plus précisément, il n'est pas ajusté, son comportement n'est pas ajusté à ce que la société attend de lui à cet âge, à l'âge qu'il a. Bon. Donc, l'immaturité, en termes deweyens, qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas être ajusté à ses conditions d'expérience. Or, ce qui est beau dans ce texte, je trouve, c'est que Dewey fait de l'immaturité la condition d'existence de l'enfant, mais aussi de l'adulte, et c'est-à-dire même de l'adulte qui serait jugé sérieux, responsable et tout à fait en capacité de prendre des décisions. Mais du coup, il faut reconstruire ce terme comme le fait Dewey. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par immaturité ici ? C'est l'idée que nous ne sommes jamais totalement ajustés à nos conditions d'expérience, c'est-à-dire à la réalité de nos conditions d'expérience. Donc, que même adultes,
nous ne cessons jamais de grandir, de croître. Et tant mieux, puisque sinon ce serait désespérant, puisque nous aurions déjà, à l'âge adulte, tout fait de notre vie. Et donc, ce que je trouve beau, c'est que, en réalité, Dewey nous dit non pas qu'il faudrait redevenir des enfants, d'être effarés, naïfs comme l'enfant, mais plutôt de prendre conscience que même à l'état adulte, il y a une part d'enfant en nous, c'est-à-dire une part d'ajustement en nous, et que c'est tant mieux et que c'est ici que réside l'espoir, parce que en réalité, ça veut dire que nous ne devenons pas des individus conservateurs, en somme. C'est-à-dire que nous n'avons pas, à un âge d'or qui était le début de notre vie adulte, déterminé les valeurs que seraient les valeurs ultimes de notre vie et que nous appliquerions à l'ensemble de notre vie. Parce qu'en réalité, les conditions évoluent. Donc, nos valeurs, nos pratiques doivent évoluer. Et donc, je trouve ce texte beau pour finir parce que en réalité, il nous montre que l'enfant incarne parfaitement ce fameux dicton tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de la croissance. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la vie, rien n'est définitif. Et donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir parce qu'en réalité, ils restèrent enfants et vivent beaucoup heureux, si on peut reprendre un terme très connu, une expression très connue. Ce texte... Alors, oui, et c'est très, très intéressant la façon dont pense Dewey. Simplement, on pourrait le rapprocher de la pensée de Nietzsche. L'enfant, retourner à l'enfant, devenir un enfant, mais un enfant qui a dépassé les problèmes de l'enfant, les pathologies qu'on retrouve dans l'enfant. Un enfant, tout simplement, qui a atteint la sagesse. Un enfant dans la sagesse, c'est-à-dire la naïveté, la contemplation, la joie, le bonheur d'être vivant et de voir et d'expérimenter peut-être des choses de simples, l'amour, la rencontre, la découverte, etc., etc. Et c'est ce vers quoi on va. C'est atteindre une sagesse liée à l'enfance. Alors, ne pas atteindre l'âge d'or, c'est là où ça pose pour moi un problème, parce que peut-être que l'humanité, dans sa progression vers cet état de perfection, dira, il faut préserver quelque chose d'inconnu, préserver quelque chose qui est de l'ordre de la croissance, une sorte de croissance, parce que si on arrête la croissance et qu'on est juste en contemplation, ça peut marquer la vieillesse de l'humanité et peut-être son achèvement. Est-ce que l'humanité acceptera d'être achevée et aura peut-être compris dans 2, 3, 4, 5 siècles ou 10 siècles que cet achèvement, c'était ça son but? Peut-être qu'elle aura déchiffré le but de la création, le but de l'humanité, le but de la présence de l'humain sur cette planète, pourquoi on s'est décalé des autres formes vivantes, etc. Peut-être qu'il y a un sens derrière ça, beaucoup plus encore qu'on ne peut pas imaginer. Et peut-être que s'il n'y a pas de sens, dire pour préserver l'humanité, il faut continuer à préserver une sorte de croissance, même en ayant atteint une sorte de perfection, c'est-à-dire un rapport parfait avec l'environnement, un rapport, etc. Donc, une fraternité absolue, la paix absolue, mais malgré tout, on doit préserver un peu de croissance. Je ne sais pas, ça, on ne peut pas savoir de quoi sera fait l'humanité quand elle sera achevée. C'est impossible si ça concerne des 5-6 siècles après nous, par exemple. Comme il y a 5-6 siècles, il était impossible pour sous Louis XIV d'imaginer que nous volerions en avion, que nous aurions Internet et qu'on serait connecté, qu'on aurait des téléphones portables, etc., etc., qu'on aurait atteint qu'on aurait créé l'ONU, l'UNESCO, enfin bref, c'était impossible
même de pouvoir l'imaginer, je pense. C'était inimaginable, certaines choses. Même si les utopistes existaient déjà. Hein, la vision d'un idéal, la vision parfaite d'une humanité qui a atteint le paradis, ben c'est déjà à l'époque de Moïse. Hein, en gros, si on se réfère à l'Apocalypse, ou justement à l'âge d'or dans les philosophies asiatiques, au cycle qui passe par l'âge de fer, l'âge, etc., de bronze, etc., jusqu'à l'âge d'or, eh ben, c'est entrevu le fait que nous allons vers une finalité, même si cycliquement on reviendrait après à quelque chose à une sorte de retour à l'âge de pierre, en gros, et puis repartir, etc. C'est possible. Tout est possible là, tant que à ce niveau-là, vraiment, c'est que de la créativité. Pour la prospective ne peut être que de la créativité. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur quelque chose de solide pour imaginer le futur de l'humanité. Et tu parles aussi, comme je le disais tout à l'heure, de l'école. Artaud Charpentier, vous nous avez parlé de l'éducation dans la vie en général, mais on l'a dit rapidement, Dewey a lui-même dirigé, créé une école, la Dewey School. Ce qui se dit dans ce texte, c'est que finalement, on revient sur ce que nous disons depuis le début de cette émission, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de finalité a priori, de téléologie, mais alors comment éduquer sans finalité ? Sans perspective, sans objectif, en fait. Bien sûr. Eh bien, c'est offrir à chacun et à chacune les moyens de l'expérimentation. Offrir à chacun et à chacune les moyens de la transformation, à la fois de soi et du monde. Dewey était très critique de l'idée selon laquelle les écoles devaient permettre aux individus de s'adapter au monde tel qu'il est. Non, hein, l'école, elle doit fournir aux individus les moyens de transformer le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais concrètement, voilà. Donc en une minute, à la Dewey, comment ça se passe à la Dewey School? Qu'est-ce qu'on fait? Le principe, que font les enfants? C'était learning by doing. Donc... Bon, en tout cas, si c'est améliorer le monde, il y a un moment où on arrive à un état de perfection. C'est qu'une question de temps. Donc là, il n'a pas pu, évidemment, Dewey se projeter aussi loin, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens d'une prospective totale, c'est-à-dire dire mais où pourrait et ça je pense que c'est peut-être une conformation de l'esprit qui peut arriver à imaginer une finalité à l'évolution de l'humanité. C'est peut-être pas donné à toute il y a peut-être des esprits qui peuvent arriver à imaginer ce type de choses, et puis d'autres qui ne peuvent pas. Maintenant, ça me suggère ça. Parce que souvent, quand j'en parle, il y a des gens, c'est difficile pour eux de se projeter vers une sorte de finalité. Alors peut-être que pour dire oui, à mon sens, c'était juste une question de période, d'époque. Il était à un moment où c'était pas possible de le concevoir, ce monde qui atteint... Apprendre en faisant, en s'engageant ensemble, à plusieurs, dans des activités d'expérimentation, dans des activités de résolution de problèmes, pour continuer, pour préfigurer ce qu'est cette activité constante dans l'expérience, de travailler, de collaborer, de coopérer pour transformer les conditions dans lesquelles nous sommes. D'expérimentation au sens scientifique ou non, au sens d'essayer, essayer, rater, essayer encore, rater mieux, disait Beckett. C'est ça aussi la leçon du pragmatisme, je crois. Et c'est en ça aussi, en quelques mots, que c'est une éducation à la démocratie, cette dimension participative, collaborative. C'est là où s'articule, j'ai rappelé le titre de cet ouvrage, Démocratie et éducation, ces deux thèmes centraux chez Dewey. Oui, dans la mesure où, dans un court texte qu'on utilise beaucoup, il dit que la démocratie, c'est une attitude, une manière de vivre, donc rien de mieux que l'éducation pour apprendre cette manière de vivre. Mmh. D'accord, eh ben on va arrêter là pour cette vidéo. Eh ben c'est la fin, mais
éducation et démocratie, c'était ces deux centres. Je pense que c'est bien au-delà de ça, le travail de Dewey. Mais évidemment, c'est fondamental. La démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose que l'humanité, qu'on ne peut pas retrouver, je pense, en dehors de l'humanité. Je sais pas, hein, ça c'est une vision comme ça, et je sais pas pourquoi je parle de ça. Là, je devrais arrêter tout simplement. Voilà, merci de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.